Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag. La crise sanitaire n'épargne personne. Les divers confinements ont été pour certains de véritables épreuves. Chez les personnes atteintes de Parkinson, ces périodes d'isolement ont été néfastes tant sur le plan physique que mental. À ça s'ajoute évidemment le poids du regard des autres, le jugement. Pour parler du sujet, je suis aujourd'hui avec Aurélie Kamchapelle, directrice communication et développement chez France Parkinson. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors cette maladie, donc Parkinson, touche plus de 200 000 personnes en France. À l'époque de la création de l'association en 1984, elle était très peu connue. Et si France Parkinson a été créée, c'était pour créer du lien entre les malades pour ne pas qu'ils s'isolent face à la maladie. Est-ce que vous pouvez un petit peu justement nous présenter dans un premier temps cette pathologie, cette maladie pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, alors très rapidement, en fait, c'est une maladie neurodégénérative donc, qui touche une population de neurones particulières, qui sont les neurones à dopamine. Et en fait, la dopamine, elle est essentielle pour... c'est un neurotransmetteur, en fait, qui va permettre de contrôler les mouvements, pour faire court. Donc évidemment, quand on a un déficit en dopamine, les choses se passent moins bien. Et donc, ça génère en cascade des difficultés motrices importantes. Donc, on va trouver chez les personnes atteintes des lenteurs dans les mouvements, des rigidités dans les muscles, des tremblements au repos, une instabilité dans la posture, des asymétries, des choses... Voilà, et donc ça sont les symptômes moteurs, mais ils sont associés à un certain nombre de symptômes non moteurs. Donc la liste est, je ne vous ferai pas une liste exhaustive, mais on va rencontrer souvent aussi des troubles du sommeil importants, une grande fatigabilité, des douleurs assez aiguës, de l'anxiété, des dépressions. Enfin voilà, donc c'est une maladie très invalidante. Qui du coup va générer chez les personnes parfois une tendance à se replier un peu sur elles-mêmes parce qu'effectivement c'est un... Voilà, je vais vous laisser du coup... Justement, vous parlez d'isolement. En parlant d'isolement, pourquoi cette maladie affecte tant la vie sociale des malades et de leurs proches aussi ? Parce qu'en fait, elle affecte vraiment la vie quotidienne dans son entièreté. Donc ça va effectivement des gestes de la vie courante. Quand vous mettez 2 heures pour vous habiller au lieu de 10 minutes, quand vous mettez 1h30 à cuisiner au lieu d'un quart d'heure. Enfin, tout est long, compliqué, coûteux physiquement parlant. Donc c'est vraiment une espèce de combat au quotidien pour parvenir à faire les choses comme on les faisait avant. Et puis, donc il y a ce phénomène. Donc il y a un ralentissement du rythme forcément de manière générale qui va aussi impacter quand vous êtes un jeune atteint de la maladie de Parkinson sur la vie professionnelle. Vous allez avoir du mal à garder le rythme requis dans votre métier. Un impact aussi sur les activités de loisirs extérieurs. Quand vous allez dîner avec des amis, ça va requérir certaines adaptations parce que vous ne pouvez pas aller aussi vite, pas suivre. Enfin voilà, tout est quand vous faites vos courses, c'est pareil, c'est compliqué. Et puis vous avez en fait, c'est une maladie qui est un peu pernicieuse parce qu'il y a des moments de ce qu'on appelle de off et de on. Il y a des fluctuations dans la maladie qui font que il y a des moments où ça se passe plutôt pas mal et puis il y a des moments où vous êtes quelque part bloqué et donc vous vous sentez aussi dans des situations de vulnérabilité, c'est-à-dire que quand vous êtes seul dans la rue et que tout d'un coup vous n'arrivez plus à avancer, forcément c'est très compliqué. Voilà, donc en cascade ça génère alors vis-à-vis de ses proches, aussi parfois des questionnements parce que tous les proches aidants ne comprennent pas bien pourquoi à un moment donné ça va et puis 1 heure après ça ne va plus, voire imagine que peut-être la personne malade est un peu simulatrice, pourquoi pas, parce que ça génère aussi ça touche notamment au mouvement automatique, donc le sourire par exemple. Donc les malades de Parkinson ont du mal à sourire, alors que c'est pas forcément qu'ils sont pas joyeux à un moment donné, mais ils vont être capables de le manifester. Et donc, effectivement, la lecture du côté du proche, elle est compliquée. Voilà, donc ça génère aussi des dégradations, évidemment, dans les relations de couple, familiales, bien souvent. Je crois que c'est 22% des personnes qui, à l'annonce du diagnostic, voient leur relation qui se détériore. Et puis, il y a aussi
aussi une forme de stigmatisation qui reste, même si... Là, on a fait un petit peu de chemin, en effet, depuis quelques décennies, mais ça reste assez vif. C'est-à-dire que l'image du parkinsonien, c'est encore la personne très âgée qui tremble. Alors, ça peut être ça, mais c'est loin d'être que ça. Que ça a de nos jours. Ouais. La mission principale de l'association, c'est de soutenir et d'assister justement les victimes de cette maladie et leurs proches aussi. Comment vous procédez pour les assister, pour les accompagner? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on a beaucoup d'activités et de programmes qui leur sont dédiés. Alors d'abord, on mène un travail de fond pour faire court, la sensibilisation de l'opinion à la cause, qui doit changer, parce que comme on le disait tout à l'heure, le regard n'est pas encore forcément le bon. On travaille aussi auprès des pouvoirs publics pour que les prises en charge évoluent dans le bon sens. On finance la recherche très activement. En 10 ans, on a investi plus de 13 millions pour soutenir des programmes de recherche pour que on arrive à plus ou moins court terme à trouver de nouveaux traitements. Donc ça, c'est pour le travail de fond. Et puis sur le terrain, au plus près des malades, on a en fait 75 comités départementaux qui sont présents pour répondre à leurs besoins. Donc ça se traduit par la mise en place de groupes de parole pour échanger avec ses pairs, d'activités qui sont adaptées. Donc ça peut être des activités physiques. On disait tout à l'heure, ça touche au mouvement, la maladie de Parkinson, donc il est très important de bouger. Et donc on leur propose un certain nombre d'activités qui vont leur permettre de lutter effectivement aussi contre ces problèmes moteurs, mais aussi de se retrouver, donc de les partager ces moments en toute convivialité. Et puis, on va développer un certain nombre d'actions, de loisirs. Ça peut être des ateliers de chant, des excursions, des sorties au théâtre, enfin tout un tas de choses. Et puis, selon les comités, bien évidemment, les propositions sont différentes. Et puis, on a toute une série aussi de programmes destinés aux aidants qui sont des acteurs essentiels aux côtés des malades. Bien souvent, les proches, les malades sans les proches ne s'en sortiraient pas. Et les proches, ils ont également besoin d'être accompagnés pour d'abord comprendre comment fonctionne la maladie de Parkinson et essayer d'accompagner au mieux le malade en fonction de ses spécificités. Et puis, ils ont aussi besoin de répit parce que c'est lourd d'accompagner une personne au quotidien, parfois au détriment de sa propre vie. Donc, on essaie aussi de leur réserver des activités spécifiques et parfois avec d'autres aidants également. Voilà. Est-ce qu'on dispose d'aide quand on est victime de la maladie de Parkinson, de la part de l'État ou quoi ? Alors, le parcours de soins est, médicalement parlant, on va dire que les choses sont plutôt correctement prises en charge. Là où les choses pêchent davantage, c'est en termes de parcours de soins, puisqu'effectivement, bien souvent, le malade va avoir besoin de traitements médicamenteux. Ça passe par le médecin généraliste, puis on va dire le médecin pivot qui est le neurologue, mais la personne va souvent avoir besoin de kinésithérapie, d'orthophonie, d'ergothérapie, bref, d'un certain nombre de disciplines complémentaires pour l'aider à mieux vivre sa maladie au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses pêchent un petit peu, et en termes de redirection, et en termes d'accompagnement aussi, parfois financier. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant ce qui va être organisé en octobre et novembre prochain avec l'association un petit peu partout en France pour favoriser la socialisation, le mouvement des victimes de Parkinson ? Alors, en octobre prochain, octobre-novembre... Très brièvement, si possible. On organise ce qu'on appelait les rendez-vous Trans-Parkinson, qui est une première édition sans en être une finalement, puisque habituellement, on organise ce type de manifestation à l'occasion de la Journée mondiale en avril. Et puis, cette année, les choses étaient
était compliqué avec la crise sanitaire. Donc on a organisé des conférences d'information en streaming, en distanciel. Mais effectivement, on n'a pas pu organiser ces manifestations qui ont lieu habituellement dans tous les comités sur toute la France. Et donc les personnes malades ont besoin aujourd'hui effectivement de rencontres. On a expliqué à quel point c'était important que le contact humain était essentiel aussi dans la maladie. Donc là, l'idée, c'est de proposer ces événements qui n'ont pas pu avoir lieu. Et donc, autour bien sûr, le maître mot, c'est d'informer. Donc, chaque comité va organiser son propre programme en fonction des... Je vais devoir vous couper, Aurélie, je suis désolé. Vous allez donc organiser tout ce qui est conférences, débats, ateliers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous en prie, avec plaisir.